Dans l'épisode précédent, les rêves de Mathias sont confrontés à une réalité pastorale violente et abrasive. Mathias quitte l'éleveur colérique sans aucun plan pour la suite des choses. Vous écoutez Inventer une montagne, épisode 3, Vivre en hauteur. T'as confronté ton idée d'être berger à la réalité d'être berger. Qu'est-ce que tu fais en sortant de là? Je fais un post-pastoralum. C'est ça. Fait que là, ça file pas, là. Ah, là, ça file pas, là. Puis je m'aperçois que c'était une chimère, etc. Et finalement, l'éleveur qui avait accepté de me prendre comme débutant a perdu son berger, celui qui était en désintox. Le premier éleveur, celui que t'as appelé alors que t'étais au Québec. Celui que j'ai appelé au Québec. T'sais, on récapitule, je l'ai appelé au Québec. Il avait plus besoin de moi une fois que j'étais arrivé en France, puis que tout était derrière. Ouais. Et il avait perdu son berger. Puis il me propose de faire une visite de son exploitation. Puis il me propose de m'apprendre le métier, comme il me l'avait proposé au début. Bonjour tout le monde, salut Nassim, ça va? Et voilà les bergers, bonjour. Stéphane m'a dit que vous aviez quitté Tellier. Ouais, je sais, le pauvre, il ne s'en sort plus. Mais je vous comprends. Moi, c'est Cécile Esprérou, enchantée. Vous cherchez une place? C'est lui le berger. Ah, mais c'est un couple qu'il me faut. Je me dis, j'ai rien à perdre à aller visiter son exploitation. Ça, c'est un autre événement qui a changé la vie, en fait. Ben oui, ça change la vie, puis ça change le récit, puis... Parce que sinon, je veux dire, c'est riche à plein de niveaux, mais c'est aussi très lumineux, ultimement. Oui. Parce que l'expérience de berger idéalisée, en fait, elle est détruite puis reconstruite. C'est un peu ça qui arrive. Oui, j'aime bien ta synthèse. Il y a une déconstruction, puis il y a une reconstruction. Puis il y a la même chose en montagne. On invente une montagne. La montagne, c'est pas la montagne idéalisée. Puis il y a une reconstruction parce que là, je suis devenu berger. Il me dit, je vais te faire visiter l'exploitation. C'est pas un mas, là, ce qu'on appelle en Provence, c'est-à-dire une ferme ici, une exploitation agricole. C'est un terrain privé, milliers d'hectares. C'est une immense bastide où tout est propre, tout est bien organisé, les brebis sont belles, sont en santé, tout est mécanisé pour donner le foin. Il y a des chevaux. Il y a une espèce de grand lac avec des canards dessus. Et on fait faire le tour de la propriété. Tout est propre, tout est bien organisé. Il y a des jardiniers, il y a des gars qui s'occupent d'élaguer les arbres. Tu sais, quelque chose de millionnaire excentrique. Là. Il dit, tu veux que je te montre ta cabane? Puis là, il rigole. Puis en fait, ma cabane, c'est un studio. Un studio, là, un petit studio, là, peut-être 40 mètres carrés, avec la télé. puis un lit propre. Toi, tu vis la belle vie, là. Puis il dit, bon, est-ce que tu veux commencer? Ben, je dis, ouais. Ce domaine-là et le mas pourri ont des réputations aux deux extrêmes du spectre pastoral. C'est le mas pourri et c'est... Le mas du bonheur dans le roman. C'est ça. En fait, t'espères le mieux. Oui, et je trouve le mieux. Puis je deviens berger pour vrai parce qu'il prend la peine de m'apprendre le métier, les bases de manipulation, etc. Oui. Et finalement... la bergère, ma copine, qui n'est pas bergère à ce moment-là, mais elle vient me voir aussi là-bas tous les week-ends. Puis elle trouve ça le fun, puis elle commence aussi à s'intéresser. Et c'est là qu'on commence à rêver à la montagne. Moi, j'avais rêvé la montagne là, dans mon fantasme pastoral avant même de voir une vraie bergerie.
Mais on décide qu'on veut faire une montagne ensemble et on l'a fait. Bon, allez, je vous laisse me faire une petite démonstration, là, pour amener les bêtes à la bergerie. Allez, on y va. Un troupeau, tu contrôles la tête, la queue suit tout le temps. C'est de la sociologie. Oui, exact. Donc, je prends la tête, toi tu vas vers la gauche, puis ensuite tu prends l'arrière avec Ola, c'est bon? Ça roule. OK. C'est bon, on peut y aller. Ola, viens mon chien. Ola! Ola! J'écrivais donc bien des longs paragraphes. Que le temps file, en gardant, en agnolant. Dans l'herbe du printemps qui fait mouiller la Provence, les brebis deviennent chaque jour plus excitées. Elles ont bonne mémoire et savent l'imminence de la montagne par les rituels préparatoires des grandes vacances de l'estive, pédiluve. Les pieds sont sensibles en montagne à la pluie, à la boue, à la marche en terrain escarpé ou rocailleux, traitement contre les parasites à l'aide d'un pistolet qui fait gicler un bon remède crémeux au fond de la gorge de toutes, la pègue à position du blason de l'éleveur sur la laine, en trempant le logo de fer forgé identifiant l'éleveur dans la peinture, chez M. Bricot, un gros B encerclé sur le côté gauche et un trèfle sur le flanc. Je songe que si un jour j'ai un troupeau à moi, je lui apposerai le A encerclé de l'anarchie. Je suis certain que t'es pas le premier berger à avoir pensé à ça. Non, par contre, j'ai pas le monopole sans doute de cette idée-là. En parlant d'anarchie, j'ai demandé à André Lynn, la conceptrice artistique du film, comment c'était de travailler avec autant d'animaux. On a tellement de troupeaux pour en faire un qui est pas vrai. Pourquoi ça prend tellement de troupeaux? Parce qu'ils sont des fois pas dans la bonne région, parce qu'ils vont pas à l'endroit qu'on veut, ils vont pas dans l'alpage. Nous, on va aller en alpage, on va aller en montagne, on va les suivre. Tu mélanges pas les troupeaux, premièrement pour les maladies, et chaque troupeau a son alpage. Puis bon, il y en a qui allaient dans des alpages, dans des montagnes qui étaient pas assez spectaculaires pour nous. Puis les alpages où est-ce qu'on est allé, ça était vraiment très, très, très loin pour que ça soit spectaculaire. Donc, c'était complètement un autre troupeau. Donc, celui qui est à la maison, dans la bergerie, c'est un troupeau. Celui qui fait la transhumance, c'est un autre. Puis celui qui est en alpage, c'est un autre. Pour des besoins de cinéma, puis que ça semble cohérent. Puis tous ces moutons-là doivent être marqués du même sigle. Je veux dire, c'est compliqué de dire. Essayer de convaincre un propriétaire de ces moutons, on va changer, ça sera plus ton nom qui va être sur ton mouton, ça va être un autre nom. Mais je dis, écoute, ça m'a pris des semaines de le convaincre. En écoutant André Lynn, je comprends que changer les habitudes des éleveurs a été un immense défi. Ça prend énormément d'entêtement pour convaincre quelqu'un d'ajuster sa manière de faire, sa manière de vivre. Faut savoir aller vers l'autre, prendre le temps nécessaire pour se présenter, se montrer intéressé. Le véritable défi, c'est probablement de prendre part à une réalité qui n'est pas la sienne. Okay. Je suis installé avec un petit truc enregistré pour les gens du plateau qui me racontent des anecdotes de tournage. J'ai l'impression que Mathias a été parachuté sur le tournage. Mathias sur le plateau, c'est peut-être un peu comme Mathias à l'agence de publicité. C'est un environnement particulier, très hiérarchisé, et où la productivité est super importante. On essaie de faire une petite chronique du plateau, avec un peu tout le monde. Ouais. En tout cas, tous ceux qui veulent se prêter au jeu. Ouais. Vous êtes en changement de décor, j'imagine? Oui. On est en relighting. Ah oui. Ouais. Tu peux t'asseoir? Ouais, je vais m'asseoir. Il connaît certains codes, il sait comment ça fonctionne, mais il peine à en faire partie. À plusieurs moments, Mathias a de la difficulté à interviewer les gens qui participent au tournage. Tu viens me raconter ta vie de plateau? Là, ici? Quand tu veux, non, j'ai le petit studio. Moi, je peux pas quitter le plateau. Tu peux pas quitter le plateau, hein. C'est ça, sauf jamais. Sauf jamais. Ben, au rap et à la cantine. Non. Il faut que j'aide les copains à rapper. Ouais. Pourtant, les techniciens étaient là pour raconter son histoire. C'est une rencontre qui n'arrive pas. Un contact rendu impossible, peut-être parce que la distance qui sépare Mathias de ce milieu professionnel est maintenant trop grande. Tu es là ce soir? Je suis là ce soir, ouais. Avant Lucas, je t'écoute. Comment il regarde son regard sur les gens, il est incroyable. Ouais. C'est vraiment la base de 10 ans pour rien.
Chaque été, le berger s'éloigne encore plus du monde tel qu'on le connaît, lorsque vient le temps de faire la transhumance. La transhumance, c'est la migration du troupeau vers la montagne, où l'herbe est plus verte qu'à la bergerie. Le temps s'arrête. Les moutons et les bergers entreprennent une grande marche qui s'étale sur plusieurs jours. Ensemble, ils quittent notre époque contemporaine et s'embarquent dans un voyage dans le temps. La transhumance existe depuis plus de 4000 ans. Il s'agit d'une aventure qui nécessite une logistique complexe et une grande flexibilité devant les forces de la nature. Les règles du monde telles que nous les connaissons sont en suspens. C'est ici qu'on rencontre Jean-Pierre. On le retrouve ici, en fait. Ouais. Lui, il transhume, tu vois, le parcours pendant 17 jours. Mais bon, alors, lui, il faut pas lui parler de temps, de jours et d'heures. Hein. Ah bon? Non. Il aime pas et il est trop libre pour ça. Et par contre, il n'y en a pas un de pareil pour vous apprendre l'autonomie. Il va vous apprendre vraiment à vous débrouiller tout seul sans avoir besoin de personne. Et ici, passez les gorges, tu vois un peu là? Tu passes les gorges, vous changez de cap. Et c'est ici qu'on retrouve Dudu, qui va partager l'estive avec vous jusqu'au bout. Voici comment Mathias décrit la transhumance dans son roman. Les habitants accueillent le passage du troupeau dans une joyeuse démonstration. Tous placés à des endroits clés le long du chemin, ils protègent des bêtes, boîtes à fleurs, jardins, plantes et arbrisseaux vulnérables, tout en saluant gaiement le passage de la procession. Bonjour les bergers, bonjour les moutons. Certains, le temps d'une marche de quelques secondes à notre hauteur, y vont de questions sur le nombre de têtes, sur notre anticipation de la météo de l'été. D'autres, et ils sont nombreux, offrent aux bergers le coup de rouge, le coup de génépi, le coup de jaune. Une fête qui ne se refuse pas. Tu vois, les brebis, elles se rappellent. D'une année sur l'autre, elles reconnaissent leur alpage. Elles se souviennent. Regarde les grands, là. Tu vois les nouveaux, les grands agneaux? Regarde comme ils suivent, regarde. C'est beau, hein? L'intelligence du troupeau. Puis évidemment, mais il se passe des choses vraies. Un agneau qui naît pendant la transhumance, c'est pas supposé d'arriver parce que il s'arrange pour que les béliers viennent voir les brebis, ils les engrossent, puis après ça, on marche, puis là, ils vont bien manger en montagne, de bonne herbe verte, puis après ça, on va redescendre à l'automne en bergerie, puis c'est là qu'elles vont agnoler. Mais des fois, il se passe des choses. Oui, exactement, comme dans la vraie vie. Oui, c'est ça. La contraception. Ça peut être complexe, là. Puis la brebis, c'est fou. Elle a l'instinct de d'être avec son agneau, mais perdre le troupeau, je pense que c'est la plus grande peur d'une brebis ou d'un mouton. Donc, elle abandonnait son agneau pour rejoindre le troupeau. Puis après ça, quand tu as 2000, 3000 brebis, comment tu la retrouves, la mère, tu sais? C'est ça, cette scène-là, elle n'est pas scriptée. Ben non. Mais moi, j'espérais que des choses arrivent comme ça parce que moi-même, tu sais, j'avais vécu une bergère qui m'avait laissé avec un agnelage ou d'autres affaires, tu sais, ou entendu des histoires. Donc, je me disais, il faut qu'on soit assez souple puis qu'on fasse confiance au réel. J'avais écrit un agnelage, en fait, mais je le savais qu'il n'était pas possible à tourner exactement comme je l'avais écrit dans la scène où je l'avais écrit. Alors, j'espérais que la vie nous arrive. Mon expérience de tournage précédent aussi me dit que quand on est ouvert à ça, quand on est poreux, bien, il peut se passer vraiment des belles choses. Puis je l'avais communiqué à Félix-Antoine, qui joue Mathias, donc parce qu'il essayait de se préparer et tout ça, mais je pense que la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'être poreux rendu là-bas. Puis ce que je trouve très beau dans cette scène, mais dans d'autres parfois, c'est que
c'est l'émotion de Félix-Antoine. C'est pas juste l'émotion du personnage. Puis je me rappelle, après ce moment-là, je m'étais dit, OK, on a un film. Nous l'apprenons un peu plus chaque jour. Être berger, c'est une façon d'être au monde qui ne se segmente pas entre le travail et les loisirs. Nous sommes toujours aux moutons. Même la nuit, car nous sommes inquiets d'eux. Et toujours au loisir, même le jour, en les dirigeant. Quand je suis berger, je suis entièrement berger. J'ai pas de notion de travail qui commence ou qui s'arrête. Les brebis, on s'en occupe du matin au soir, mais on pense à elles la nuit. Parce que si on entend des cloches, des sonnailles là, dans le parc, ça se peut qu'il y ait un loup, un chien errant qui soit sauté dans le parc. Donc on se réveille, on sort, puis on va les voir. Donc il n'y a pas de début puis de fin de journée. Quand tu t'embauches pour une garde, ben, il y a une limite dans le temps. Ça peut être pour l'estive, hein? L'estive étant aller en montagne avec le troupeau de moutons. Mais il n'y a pas de séparation entre je commence mon quart de travail, je finis mon quart de travail. Non, t'es berger tout le temps. Et d'être en position d'observation en littérature, est-ce que ça t'empêche pas, en fait, d'être véritablement berger? Ah, c'est là que les deux se rejoignent, c'est intéressant. C'est tellement prenant, un troupeau de moutons, c'est tellement prenant la vie pastorale que c'est pas un endroit pour lire ou écrire. Bon, je prenais des notes, mais ce qui a mené au roman et ce qui après a mené du roman au scénario, au film, c'est écrit a posteriori. Tout ça est écrit a posteriori. C'est certain que ça ajoute une dose de fiction au fait. Avant d'écrire son blog ou son roman, Mathias a eu le temps de se raconter à lui-même ses aventures. Et du temps sur la montagne, il en a eu beaucoup. Bien, comme berger, il y a un truc qui est assez simple, c'est que le troupeau est capable de se repérer dans le brouillard. Tu vois pas tes mains, tu vois pas tes bottes, mais tu vois certaines brebis, puis tu as les sonnailles. Donc, comme berger, moi, des fois, je faisais des remplacements chez des amis, puis une bergère que j'avais remplacée. Elle n'avait même pas eu le temps de me montrer la carte de la montagne. Elle m'avait juste dessiné parce qu'il pleuvait. Elle partait le lendemain. Donc, je savais pas où j'étais. Je pars avec le troupeau. Puis 2 heures après, plau! Brouillard, opaque. Ouh, je suis sur la montagne. Je connais pas les sentiers. J'ai spoté 2 brebis. Je les ai suivis. Je voyais pas à 1 mètre. Et à un moment donné, les brebis sont couchées. J'ai pas bougé. J'ai aucune idée d'où j'étais dans la montagne. Le brouillard se dissipe. J'étais à la cabane. C'est fou. Ils sont revenus à la cabane. Automatiquement, tu suis le troupeau. T'apparais à la cabane. Pour découvrir les dangers de la montagne, écoutez l'épisode 4, Vivre avec la montagne.